Bienvenue à toutes et à tous. On est content d'avoir quelques dames dans l'Assemblée. On va avoir une très belle session. J'en ai déjà eu quelques échos dans la conférence de presse. Vous allez voir, ça va être formidable. Et avant, la tradition oblige, hein, c'est notre secrétaire perpétuelle, Arlette Colchen-Person, qui va à la fois vous faire le rapport de la fois précédente, qui va vous donner quelques infos sur le congrès Octobre Rose et qui va vous parler d'un ouvrage. Tu as la parole, Arlette. Bonjour à tous et toutes, à toutes et tout, et à toutes et tous. Oh, c'est pas facile à dire ce machin. Une première chose importante, le livre qu'a écrit le professeur Daniel Loisance est l'épopée de la greffe cardiaque et du cœur artificiel. C'est toi qui vas en parler. Alors, je n'ai pas eu le plaisir de le lire. Alors, donc, simplement annoncer un livre de notre collègue éminent, l'ancien chef de service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Henri Mondor, avec lequel j'ai préparé le concours de l'internat il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps. Et donc, c'était hier, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie. Évidemment, parler de l'épopée de la greffe cardiaque et du cœur artificiel, ça nous, comment dire, ça nous interpelle tous quand on est chirurgien, avoir passé toutes ces étapes permettant d'arriver aujourd'hui à greffer soit un cœur d'un autre patient décédé ou bien même d'un animal, puisque les greffes hétérologues sont également ont été tentées. Et, l'épopée du Carmat et du cœur artificiel français, je ne sais pas, j'imagine que dans le livre, tu dois nous donner des éléments sur cette avancée extraordinaire et en même temps avec tous les freins qui, malgré tout, semblent exister pour que ça puisse aller plus loin. Ben, je crois que je peux te donner la parole pour que tu dises quelques mots d'introduction, de présentation de cet ouvrage. Ce serait la meilleure manière de le présenter. Bon, merci de me donner l'occasion de parler de ce bouquin. Pourquoi ce bouquin? C'est parce que l'information sur ces techniques de pointe est rarement précise. Et j'ai l'habitude de dire qu'il est quelquefois difficile de parler de vérité. Mais je pense vraiment que la vérité finit par toujours s'imposer, même dans une forêt de mensonges. Et ça a été la première raison pour écrire ce livre. La deuxième raison, c'est montrer les limites de toutes ces techniques. Euh, Elles sont présentées comme permettant d'augmenter la durée de vie. Est-ce que c'est un objectif à rechercher? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux privilégier la qualité de vie? Et finalement, ce bouquin est un plaidoyer pour une médecine qui ne s'enferme pas dans la technologie, mais qui reste très au contact du malade, très humaniste, très holistique. Et il faut que les chirurgiens apprennent à regarder non plus le foyer de fracture ou l'infarctus du myocarde, mais le malade chez lequel ça arrive. Car cette prise en compte du contexte dans lequel intervient un problème est déterminant dans la décision qu'il faudra prendre. Et la bonne décision, c'est pas toujours d'aller plus loin. Euh, j'ai pour habitude de dire que trop, c'est parfois trop. Et il faut savoir rester raisonnable. Donc ce livre est un bouquin qui décrit cette évolution de l'épopée de la chirurgie cardiaque que peu de gens connaissent véritablement. Mais l'ayant vécu de l'intérieur, j'ai estimé qu'il était intéressant de rétablir certaines vérités. Et la deuxième partie du livre, c'est ce plaidoyer pour une médecine humaniste et holistique. Je vous remercie. Euh, Merci, monsieur. Merci. Juste un petit mot de commentaire. En même temps, c'est pas tout à fait un hasard. Ce que tu viens de dire, c'est que effectivement, au sein même de l'Académie de chirurgie, j'anime depuis peu, avec l'ensemble des collègues, avec l'aide de notre présidente, l'idée
d'une espèce de nouvelle révolution. Au sein de cette révolution que tout le monde dit technique, robotique, intelligence artificielle, etc., etc., on parle de la transformation digitale de l'écosystème chirurgical. Eh bien, il y a peut-être une autre transformation à laquelle nous devons revenir. C'est finalement l'interaction entre ce que nous faisons, qui est peut-être de l'ordre mécanique, euh, pour la réparation, là, eh bien, c'est de penser autrement. On agit sur le vivant, sur un organe qui interréagit avec ce que nous faisons, et ce que j'appelle, moi, la biochirurgie, et l'idée d'une biochirurgie régénérative qui exploite les compétences qu'a notre propre corps humain d'être capable de générer par lui-même, par les vertus de l'ensemble du système biologique qu'on doit mieux comprendre, mieux connaître, pour permettre effectivement soit la réparation, soit même la régénération tissulaire, la réorganisation. Et quand on parle de greffe, greffe d'organes, les premiers temps de la greffe inventée pour le corps humain, greffe autologue, c'est en fait un chirurgien suisse, Reverdin, fin du 19e siècle, qui, devant des grandes plaies cutanées, s'était dit, mais pourquoi ne pas prendre un segment de peau de la jambe ou d'ailleurs pour le placer sur une zone où il y a une perte de substance. Et bien voilà, c'était le début en fait d'une chirurgie autologue régénératrice. Et c'est peut-être sur ces bases-là qu'on a lancé, vous avez sur vos tables la revue qu'on consacre à cette création d'une académie internationale de biochirurgie régénérative, ARCIA, qui en fait concerne toutes les disciplines, en particulier même la discipline de notre présidente, la scénologie, mais bien d'autres, la chirurgie plastique, la chirurgie réparatrice des brûlés, et bien d'autres en orthopédie, etc. Et donc c'est sur cette base-là qu'on voit bien qu'on se rejoint parfaitement avec Daniel Loisance, c'est que dans la reconstitution du cœur, il y a eu aussi des travaux importants, en particulier par notre collègue Ménaché, pour essayer de voir si on pouvait régénérer du tissu myocardique infarci. Et donc, c'est sûrement quelque chose de encore, malheureusement pas totalement, qui apporte pas encore les résultats cliniques qu'on espérait, qu'on pouvait espérer. Mais le processus, c'est un processus de recherche et d'innovation dans lequel on doit poursuivre, mais avec en même temps, en restant académicien de l'Académie de chirurgie et de médecine, c'est-à-dire de penser à l'homme et à l'éthique médicale. Voilà, merci. Merci, Alberto. Donc, dans les choses à vous rappeler, il y a 3 jours très importants au mois d'octobre, le 8, 9 et 10, pour les Octobre Roses et les RICF. Ça se passera en 2 endroits, le 8 octobre à partir de midi ici, où nous accueillerons nos collègues étrangers qui parleront de scénologie en particulier, et qui repartiront ensuite à Strasbourg, où nous les suivrons plus ou moins, soit immédiatement, soit en fonction de nos possibilités, en tous les cas, le lendemain. Le lendemain après-midi, RICF, au Conseil européen des droits de l'homme, À la Cour à européenne la des Cour droits de l'homme. européenne des droits de l'homme, pardon, euh, et le lendemain au Conseil de l'Europe, voilà. À la collectivité européenne d'Alsace. J'y arriverai jamais, mais j'y arriverai peut-être Ils après. sont compliqués, les bâtiments européens. Mais il faut Voilà. venir à la cour le jeudi. Et vraiment, ceux qui ont envie de venir, moi, je vous encourage à venir. C'est rare qu'une académie soit acceptée à la cour, hein. Le président de la cour sera là. On abordera des problèmes éthiques pour lesquels on a besoin du soutien de la cour européenne. Donc, Mathias Guillaumard sera là pour nous recevoir. Il est prêt à appuyer nos projets, mais il faut s'inscrire. Donc, si Et alors, vous allez sur le site qui s'appelle Rencontre internationale de scénologie, vous avez un certain nombre de sessions. Si vous voulez venir à la cour, il faut impérativement vous inscrire parce que sinon vous ne pourrez pas rentrer. Ils font toujours des petites enquêtes, ils regardent les listes et il faut venir avec une pièce d'identité. Il y a eu pas mal d'inscrits ces derniers temps. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de place. Si vous êtes intéressé, je vous encourage à venir. Je pense qu'il faut que l'Académie soit massivement représentée là-bas. Inscrivez-vous à l'avance.
C'était une petite parenthèse, je te Voilà. relaisse la parole. Et pour l'avoir fait, l'inscription, c'est extrêmement facile. J'ai réussi du premier coup, donc c'est tout vous dire. Et c'est gratuit. Je peux me permettre de faire juste un mot pour remercier notre présidente Carole Matelin pour avoir organisé complètement le programme de ces 3 journées, dont une qui commence effectivement ici à l'Académie de chirurgie, et les 2 autres journées, mais en même temps souligner l'importance de son combat que nous partageons, qu'elle nous a fait partager à tous, c'est-à-dire la lutte contre le cancer du sein chez la femme, en particulier en France, mais également dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle ça se fasse sous l'égide des rencontres francophones de l'Académie de chirurgie. L'idée, c'est que malgré tous les progrès que nous faisons, que toutes les équipes font, les résultats attendus en matière de morbidité et de mortalité par cancer du sein en France ne sont pas bons. Nous sommes parmi les derniers d'Europe et c'est complètement inadmissible. Et donc, c'est la raison pour laquelle je félicite Carole parce qu'elle lance un appel à tous, au pouvoir public, à la société civile, à l'Académie de médecine. On a la chance d'avoir un de ses représentants ici. Merci d'être là. Et donc, c'est important que tout le monde partage le combat de Carole Matelin. Et moi, je lui rends hommage, je la félicite pour avoir le courage de se lancer dans cette énorme difficulté. Merci et bravo. Il faut aller encore plus loin. Mais merci surtout pour votre soutien. Alors, avant de commencer, voilà, Monsieur Cadière est en ligne et il va nous parler du livre du professeur Mukwege qui est Réparer les femmes. Il est en ligne et il va prendre la parole. Je vous la donne, monsieur. Merci beaucoup. Merci à l'Académie nationale de chirurgie de me permettre de parler de cet événement. C'est-à-dire que ce que je voulais surtout mettre en évidence, c'est qu'aujourd'hui sort un film en France qui s'appelle Muganga, celui qui soigne, et c'est donc un film qui est basé sur le livre qu'on a écrit ensemble, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, et moi-même, et qui s'appelle Réparer les femmes. Alors, ce film est une fiction qui implique des acteurs américains et des acteurs français et qui a été réalisé par une réalisatrice française, Marie-Hélène Leroux. Et donc, je vous propose de voir la bande-annonce qui dure 1 minute. Et ce film sort aujourd'hui, 24 septembre, en France. Voilà. Chaque femme violée, je l'identifie comme une femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Je vous ai dit, ça m'a bouleversé. Le docteur Cadière est venu de Belgique pour vous soigner. C'est pas la chose de se faire. Certainement, nous pas voir. Elles sont considérées comme un peu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est la 3e fois que je fais ce femme. Ouais, le gars écrit une folie. À quoi ça sert? Il ne suffit pas de faire le bien de nous. Plus faire savoir. Toutes ces atrocités se déroulent au problème. Le chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu minable dans parcours. Le corps de la femme est c'est toujours dit que Voilà, donc c'est en fait un film qui fait la part belle d'ailleurs à l'introduction de la laparoscopie en Afrique.
et en tout cas particulièrement en République démocratique du Congo. Et ça rappelle qu'il y a un génocide qui se passe dans cette région. Il y a plus de 6 millions de morts. Et donc, avec Denis Mukwege, nous avons essayé d'introduire la laparoscopie dans la réparation du pelvis de ces femmes qui sont victimes d'un viol avec extrême violence. Et le viol avec extrême violence est utilisé comme arme de guerre là-bas. Et donc, nous avons combiné la laparoscopie et la voix basse pour pouvoir réparer le vagin, le rectum et la vessie. Merci, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons revenir après ces émotions à ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire les Journées du patrimoine qui ont eu un très grand succès en ce qui concerne l'Académie de chirurgie. Quelques images vont vous montrer, il y a eu 3 sessions et avec une affluence importante. Voilà la preuve. La salle était pleine. Alors, elle n'est pas très grande, d'accord, mais enfin, elle était pleine quand même. Oui, c'était. Guillaume. Micro. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'était la 3e année qu'on organise ces rencontres et vraiment, on a eu plus de 200, même presque 300 personnes qui sont venues sur les 3 sessions en tout, avec des visites. C'était vraiment. Et je crois que c'est un moment important où l'académie est ouverte au grand public. C'est des moments d'échange. Il y a des enfants, des gens qui. Donc, c'était tout à fait vraiment réconfortant de vivre ces moments-là avec. Et merci à Albert Claude, à Philippe qui ont animé les conférences aussi avec moi. Voilà. Et à Pascal qui en a fait le Et Pascal et reportage. toute l'équipe, bien sûr, qui ont permis de le faire. Et Luciane. Si tu me permets, juste un petit mot pour remercier également l'équipe, parce que Luciane, ici présente, parce que l'organisation pour que ça marche bien, pour que les gens viennent pendant les journées du patrimoine, c'est tout un processus d'autorisation, de déplacement dans les locaux et les pompiers, c'est un problème de sécurité très important. Et donc, il faut véritablement collaborer avec l'administration de l'université, des locaux pour que les gens puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Et Pascal Bourré, évidemment, a joué un rôle aussi important pour que tout puisse se faire dans le mieux possible. On n'a pas pu malheureusement faire visiter au public Saint-Côme, qui est en cours de travaux, donc les lieux n'étaient pas accessibles. Mais néanmoins, grâce à comment dire, au talent, on peut dire, de Guillaume Pourchet, il nous fait visiter de l'autre côté de la rue, au 12 rue de l'École de médecine, l'entrée dans ces lieux extraordinaires de cette école de chirurgie voulue par Louis XV, qui a été celle montée par Louis XVI. Et donc, il nous fait un commentaire du frontispice, une illustration de l'organisation, finalement, de la représentation symbolique de la place de l'enseignement, du savoir des chirurgiens avec leurs mains et des savants avec les livres qui sont portés par les figurines de cet espace. Et vraiment, le public est complètement envahi par l'émerveillement devant ces lieux extraordinairement forts en histoire. Et puis, il faut le talent de Philippe Marr aussi pour raconter les liens entre l'obscurantisme venant de Galien, transmis par la scolastique de l'école de médecine, les combats des chirurgiens pour finalement être surtout soutenus par les rois, la maison du roi ayant joué depuis les premiers, hein, Saint-Louis, qui a créé l'ordre de Saint-Côme, qui a aidé à créer l'ordre des chirurgiens, et donc qui a accueilli en son sein des chirurgiens, puis ensuite les rois qui étaient des guerriers, qui étaient des cavaliers, qui avaient besoin des chirurgiens pour réparer les blessures, leurs propres blessures et celles de leurs soldats. Et donc, c'est les rois qui ont soutenu véritablement ce qui était considéré comme les barbiers, qui n'avaient pas le droit, parce qu'ils ne parlaient pas latin et qui ne pouvaient pas être appelés comme de véritables médecins.
Et donc ça, le public a été complètement passionné par ces histoires. On a raconté les belles histoires de la fistule royale de Louis XIV, qui a été opéré par Félix, mais qui a quand même fait de l'innovation chirurgicale sur des galériens, c'est-à-dire expérimenter un nouveau bistouri, le bistouri royal, qui a permis d'abattre la fausse cloison rectale du roi et de sauver de la fistule royale. Bon, je ne veux pas tout vous refaire la séance, mais vraiment, ça a été... on voit que l'appétence du grand public pour les histoires de la médecine et les histoires de la chirurgie, et à quel point on arrive même avec des enfants qui étaient présents, leur faire représenter l'émerveillement. Et je pense que les chirurgiens cardiaques aussi ont leur rôle dans cette représentation de la beauté de nos métiers. Voilà, c'est une passion et je crois qu'on la partage tous. Merci. Bien. Alors, on va revenir à tous les jours. D'abord, le 17 septembre, le matin, pendant 2 heures, Vincent Loffer nous a parlé, a fait un cours sur l'intelligence artificielle. J'en suis sortie ravie, j'avais tout compris. J'étais devenue off. Quand je me suis retrouvée devant mon ordinateur, c'était beaucoup moins bien. Donc, j'ai retenu quand même que l'intelligence artificielle, c'est un outil, qu'il faut avoir un œil très critique sur ce qu'elle nous raconte, que ChatGPT 5, c'est le plus performant si on veut travailler avec. Qu'est-ce que je dis? Et puis que surtout, ce que j'en ai conclu pour moi, mais peut-être pas seulement pour moi, je sais bien, je suis la gourde de service, mais euh, des travaux pratiques seraient quand même très utiles pour que tout ce qu'on a appris entre dans le quotidien. Voilà, c'était un jour d'école et on a continué ensuite par les écoles de chirurgie dont le coordinateur était le professeur Dominique Franco. Le docteur Christelle Gango-Timo nous a parlé de former aujourd'hui les opérateurs de demain, état des lieux et défis des écoles de chirurgie. Sous l'égide de l'Académie nationale de chirurgie, une enquête nationale a été menée en 2025 afin d'évaluer les écoles de chirurgie et de médecine interventionnelle. Il y a 27 écoles de chirurgie en France et 100%, ce qui est quand même remarquable, ont répondu au questionnaire. Je dirais, il y a une majorité de ces écoles est dans l'ouest de la France. Je ne sais pas si c'est le grand air et le vent du large, mais elles sont plus développées de ce côté-là. 44% ont une base juridique, 38,5% un accord officiel avec leur CHU. L'offre pédagogique est principalement dédiée aux étudiants du troisième cycle. La simulation, l'anatomie 3D, la robotique et l'endoscopie sont les thèmes majeurs. 60% mènent des projets de recherche. Le financement est dans la majorité des cas inférieur à 250 000 euros et les écoles de chirurgie forment un réseau essentiel mais fragile qu'il importe de pérenniser. Le professeur Sibert de Rouen, critères de labellisation d'une école de chirurgie et médecine interventionnelle, pardon pour la faute. Les critères identifiés comprennent un programme pédagogique adapté au niveau de cursus des apprenants, une équipe pédagogique structurée, un processus d'évaluation de l'atteinte des objectifs clair, l'existence de locaux avec un équipement minimum pour pouvoir enseigner tous les gestes chirurgicaux de base. Tous les éléments de prérequis doivent pouvoir être vérifiés. Marc-Olivier Timsit, le campus chirurgical du Grand Paris, il a fait rêver tout le monde avec une nouvelle école de chirurgie, de médecine et de radiologie interventionnelle. 6 universités franciliennes et la PHP se sont associées pour ouvrir une école de chirurgie sur le site de l'ancien hôpital Brousset. Il s'agit d'une plateforme agrandie et modernisée, tournée vers les gestes de demain. Hubert Joannet, proposition de l'Académie nationale de chirurgie pour les écoles de chirurgie. Face à une demande croissante, ces écoles doivent être pérennisées, organisées sur le territoire, hiérarchisées, labellisées et identifiables par les autorités de tutelle
et les financeurs. Les 3 propositions de l'Académie sont un statut standardisé permettant l'harmonisation entre laboratoire d'anatomie, centre de simulation, laboratoire des grands animaux avec mutualisation des moyens, un label, un budget prévisionnel et une évaluation pédagogique, une organisation régionale avec une gestion centralisée, la création d'un Conseil national des écoles de chirurgie sous l'autorité de la Conférence des doyens pour être identifiable vis-à-vis des tutelles et des services publics. C'était la fin de notre journée. Je vous remercie de votre attention.